Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue pour cette reprise printanière des rencontres des Gobelins. Il fait jour encore, et c'est encore mieux qu'en mois de décembre. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette reprise, cette reprise autour de la thématique des arts décoratifs de la table, avec ce soir une montée presque en montgolfière, en surplomb, puisqu'on va aborder une question qui est de plus en plus importante pour la France, une espèce de soft power de l'art de vivre à la française, une géopolitique du luxe, mais surtout une géopolitique du goût, avec deux auteurs qui ont traité de cette question et qui vont nous en parler ce soir. Donc je laisse la parole tout de suite à Pierre Saner pour une présentation des intervenants, et on se retrouve à la fin, on posera les questions à la fin. Très bonne soirée à vous. Bonjour, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous pour cette nouvelle ouverture de la nouvelle saison des rencontres des Gobelins. Vous remarquerez que la date n'a pas été choisie au hasard, puisque hier, vous le savez, le guide Michelin, vous attendiez peut-être à un autre événement, mais non, hier c'était le guide Michelin qui remettait son palmarès. Et du coup, on va probablement, à un moment donné ou à un autre, avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, s'interroger sur la puissance réelle ou supposée de ce fameux guide rouge, comme étant un peu aussi une sorte d'emblème de notre gastronomie, de notre art de vivre, et une façon aussi de savoir si c'est une illustration ou un acteur de la géopolitique du goût, titre de la rencontre de ce soir. Pour alimenter ces discussions, nous allons avoir deux exposés, deux conférences. D'abord, Bruno Lavagna. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Bruno Lavagna, vous êtes donc expert international du luxe, et notamment dans les domaines fascinants qui vont des métiers d'art, la mode, les parfums, la cosmétique et naturellement la gastronomie. Même si, de mon point de vue, et nous en parlerons probablement, la gastronomie ne se résume pas uniquement à la seule haute cuisine, et c'est pourquoi le dialogue sera probablement très fructueux avec Pierre Raffard, que je vais présenter dans une seconde. Vous êtes résident à Monaco et vous y livrez des conférences, notamment dans le cadre du Master of Science in Luxury Management à l'IUM, l'International University of Monaco. Vous menez également des études et développez des programmes dans les domaines de la diplomatie économique, culturelle, sportive, environnementale et humanitaire. Je pense que vous nous en direz un mot. Vous avez également publié Géopolitique du luxe. Comme à la télé, on montre l'ouvrage et vous voyez qu'il est également en consultation sur les tables ici. Géopolitique du luxe dans la collection qui est dirigée par Pascal Boniface, vous le savez, le directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, aux éditions Erol. Je précise que cet ouvrage a un sous-titre, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Nous verrons donc si le luxe est un outil du soft power des nations, et comment il intervient dans cette diplomatie dite d'influence. Avec nous ce soir, et je le remercie également très chaleureusement, Pierre Raffard, docteur en géographie, géographe, cartographe également, enseignant en géopolitique et directeur du Master de Relations internationales et gouvernance agroalimentaire à l'ILERI de Bordeaux, l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques de Bordeaux. Auteur de plusieurs ouvrages, dont un ouvrage qui a été très utile dans mon quotidien, celui-ci, mais précédemment un autre qui est un atlas dans lequel vous étiez également cartographe, un atlas de l'alimentation qui était publié avec Gilles Fumet aux éditions du CNRS, et puis plus récemment, effectivement, là aussi, vu comme à la télévision, Géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie au Cavalier Bleu, petite maison d'édition qui publie, je le dis au passage, dans cette même collection, une géopolitique de la colère, une géopolitique de la mode, une géopolitique des frontières, fascinant. Et là, on en saura beaucoup plus sur l'alimentation et sur ce sous-titre, qui peut-être nous en dit aussi un peu quelques éléments riches de la conversation qu'on va avoir ce soir, de la fourche à la food tech. Donc pour commencer, si on est d'accord, à ma gauche, Bruno Lavagna, nous vous laissons ouvrir cette nouvelle saison. Et encore une fois, nous vous remercions de nous faire l'amitié d'être là ce soir. Donc bonsoir à tous. D'abord, merci donc, au Mobilier National, aux Rencontres des Gobelins, particulièrement à Marc et vous, Pierre, de me convier. C'est vraiment un honneur d'être dans ce lieu
mythique, historique des manufactures des Gobelins. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé donc, avec les maîtres d'art, c'est comme ça que je vous ai connus. Et donc ce livre, Géopolitique du luxe, c'est mon métier et ça a été une commande des éditions Erol qui ont cette collection, comme vous l'avez précisé, dirigée par Pascal Boniface. Donc mon parcours rapide, parce qu'il expliquera cette notion de géopolitique du luxe et ce focus que nous allons faire sur la gastronomie. J'aime beaucoup la géographie, l'histoire et donc la géopolitique. Je pense que ça explique beaucoup de choses, tout ce qui se passe dans notre monde. Et j'ai tout simplement, en relisant les histoires de la France, de tous les pays, hein, Italie, compris que la géopolitique, c'était elle qui avait insufflé l'industrie du luxe, que ce soit le comité Colbert, mais en Italie c'est pareil, en Chine c'est pareil, au Japon. Donc c'est vraiment le pouvoir qui veut montrer l'excellence de son pays, donc l'architecture, Versailles, l'Élysée, et donc le savoir-vivre, l'art de la table, la gastronomie. Donc tous les métiers d'art y passent, et ça ne suffit pas, il faut donc un pouvoir qui soit stable, qui soit sécure, qui puisse justement aider des femmes, des hommes à être créatifs, à être innovants. Et donc bien sûr, malheureusement, tous les pays n'ont pas cette chance, parce que l'Iran, la Libye sont aussi des pays magnifiques, mais malheureusement, politiquement, ils n'arrivent pas à émerger. Donc ça c'est le préambule. Ce que j'ai voulu souhaiter montrer, en fait c'est des balivernes, mais c'est que ensuite le luxe rend bien les choses parce que c'est un vrai soft power. C'est-à-dire que donc le luxe s'appuie sur la géopolitique, mais en retour, et on le voit extrêmement bien aujourd'hui, le luxe, c'est, pour prendre la France, c'est 1/3 du CAC 40, ça caracole. Et le président Macron sait très bien utiliser le luxe, et que ce soit à Biarritz, au Palais Génie, ou bien sûr à Versailles ou à Paris, comment tout le savoir-faire français, l'excellence, le protocole, l'étiquette française, pour savoir accueillir, mais surtout savoir faire briller la France. Donc c'est vraiment tout ce que j'essaie d'expliquer, et en montrant que le luxe n'est pas que mode, accessoire, parce que souvent on pense à Chanel, Hermès, LVMH bien sûr, les fameux calls avec Kering, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les petites mains, toutes les âmes, toutes les transmissions, tout ce savoir français aux quatre coins de l'Hexagone, et c'est ça que j'ai essayé de montrer. Et clairement, donc je passe en revue différents chapitres, culture, musique, sport, humanitaire, environnemental. Je définis mon métier comme géopolitique, diplomatie, donc économique, culturelle, scientifique, humanitaire, environnemental. Et il y a un focus clé sur moi ce que j'appelle le luxe gourmet et l'art de vivre. Et donc vous, Marc et Pierre, vous avez capitalisé là-dessus, j'en suis fier, parce que vous m'avez dit, peut-on nommer avec autre Pierre, cette conférence géopolitique du goût. Donc je ne suis pas un expert du goût et de la gastronomie, je ne remplacerai ni les Ducasse, ni les Bocuse, ni les autres. Mais c'est vrai que dans mon métier, je me rends compte que une bonne table, hein, c'est pas moi non plus qui l'ai inventé, tel rang à Napoléon, choisissez-moi des bons cuisiniers, je vous ferai signer des bons contrats. Bocuse disait, hein, la géopolitique divise, la gastronomie rassemble. Donc on est tous des humains, on sait qu'autour d'une bonne table, les esprits s'apaisent, on déguste et on savoure. Donc je crois que c'est ça le thème d'aujourd'hui. Pour faire vraiment maintenant le focus sur la gastronomie, c'est vrai qu'à Monaco, sur un tout petit territoire, on a la chance d'avoir, je crois, plus de 16 étoiles. L'emblème, c'est Alain Ducasse, hein, qui est français, comme vous le savez, devenu monégasque, mais qui a eu cette histoire incroyable, sélectionnée par le prince Régnier en 1983, qui lui a donné comme défi « Ayez-moi 2 étoiles, voire plus, au Louis XV, que je veux faire rebriller ». En un an, il a eu 1 étoile. Donc, il a tout compris, il a des mains, des doigts de fée, et puis ça fait cette galaxie Ducasse, dans le monde entier, en sachant comprendre justement la gastronomie japonaise, américaine, arabe, il est quasiment partout, à Doha, à Singapour, à New York bien sûr, et il se rend au service de la France, puisque vous savez qu'avec Laurent Fabius, c'est je crois que 2014, ils ont créé finalement ce food goût de France, Good France. Ça veut dire que toutes les ambassades de France, un jour J de l'année, font des réceptions, et la gastronomie française, avec tout l'art de vie français, le protocole français, est mis à l'honneur. Et ça permet, bien sûr, on est ambassade, donc où qu'on soit, en Afrique, dans le monde arabe, en Amérique latine,
enfin bref, sur les 5 continents, de découvrir le faste de la France, parce que généralement l'ambassade est un hôtel particulier, est un lieu que la France a bien choisi, et l'ambassadeur, c'est lui qui représente avec tout le protocole et l'étiquette française. Donc c'est ce que j'essaye de montrer, surtout on va beaucoup parler de géopolitique. Là, on focus sur la France, mais on est tous dans la gastronomie à connaître bien sûr la cuisine italienne. C'est pas à vous que je vais le bon risotto, le cappuccino, enfin l'Italie, ça nous fait tout de suite rêver par ses mets, ses douceurs et ses gustatifs. Il y a le Japon. On ne peut pas faire toute la liste des pays, mais on voit bien que cette géopolitique du goût, elle est mondiale. Chacun, alors ça va être plus épicé en Inde, ça va être plus sucré en Corée, ça va être plus fleuri, parce qu'il y a des saveurs fleuries dans certains pays, mais chaque pays va essayer de mettre en exergue son savoir-faire et ses talents. Ce qui est important de voir, c'est qu'on est en géopolitique. Donc la géopolitique, par définition, c'est construire la paix, c'est chercher le consensus, le compromis. Et donc souvent, le repas essaye justement de convier des gens qui sont a priori indifférents, mais autour d'une bonne table, d'un bon vin, d'un champagne, vont pouvoir trouver le petit commun multiple et finalement pouvoir signer un accord. Alors un accord, oui, ça peut être dans le monde du luxe, ça peut être dans l'aéronautique, ça peut être dans tous les secteurs, et puis purement géopolitique, quand le président Biden accueille à la White House, c'est évident que ce soit Xi Jinping ou Narendra Modi, Premier ministre indien, ça va être pour essayer de négocier derrière des contrats et que le commerce indo-américain soit fructueux. Mais pas que. Puisque derrière, souvent, l'intelligence justement d'un homme d'État, et les maisons de luxe l'ont bien compris, c'est pas uniquement promouvoir son savoir-faire, c'est aussi être à l'écoute et comprendre l'autre culture. Donc ça va vouloir, par exemple, si on prend l'Inde, savoir donner un peu une approche sur la culture culinaire épicée de l'Inde, pour montrer à notre hôte indien on sait aussi s'adapter, et c'est découvrir. On est tous, la gastronomie, on est fiers de ce qu'on a, notre histoire, notre passé, mais on est tous friands de découvrir la cuisine thaïlandaise, la cuisine chilienne, la cuisine philippine, enfin bref. Donc c'est très important parce que l'hôte va se sentir à l'aise, parce que vous savez très bien que nous les Français, on est stéréotypés quelquefois les grenouilles, les escargots. D'ailleurs, tous les Français n'aiment pas, mais il y a pour des étrangers, c'est rédhibitoire. Donc c'est important que, moi je me souviens en Chine, un ragoût, qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la marmite, vous n'avez pas trop envie de piocher, est-ce que c'est du poisson, c'est de la viande. Mais vous goûtez, et généralement votre hôte vous fait sentir, vous met à l'aise pour vous accueillir, et puis surtout à un moment comme vous savez que vous êtes européen, français, monégasque, va vous donner un plat qui va vous être plus familier, donc vous allez un peu décompresser dans la découverte culinaire. Donc c'est tout ça que j'essaye d'expliquer. Ce qui est important de voir, c'est que c'est tellement important, je travaille beaucoup avec l'UNESCO, c'est que l'UNESCO, comme vous le savez, c'est vraiment éducation, culture et sciences. Le patrimoine mondial de l'UNESCO est très important, et le patrimoine immatériel. Immatériel, c'est vraiment la culture, et la gastronomie rentre de plein fouet. Donc ça va de la baguette, ça va de la pizza. Le Pérou, là, vient d'avoir la reconnaissance, parce que c'est tout un dossier à monter, hein, c'est pas juste coup de baguette magique. Donc ça demande au pays de se mobiliser, de démontrer que c'est sa culture immatérielle, c'est son patrimoine, qui a un vrai savoir-faire. Et bien sûr, vous imaginez qu'il y a beaucoup de dossiers, donc il y a un jury, et quand la cuisine de tel pays est reconnue, c'est vraiment le Graal, le sacre, puisque ça va permettre de labelliser et de, on va dire, franchiser cette culture. Voilà, j'espère d'être bref. Après, je pense que ce sera plus intéressant d'avoir un échange et un discours, et je serai très ouvert à avoir vos propres questions. On va tenter d'avoir. Ajouter plein de choses, mais je pense que ce sera plus intéressant un dialogue. Mais si vous préférez on va s'adapter avec grand plaisir. On va peut-être avoir un enchaînement. On reviendra naturellement sur ces questions d'inscription au patrimoine. Et vous savez qu'on y est particulièrement attaché
puisque si je représente les partie des personnes qui ont monté le dossier d'inscription du repas gastronomique des Français au titre du patrimoine culturel immatériel, et que fort heureusement, depuis maintenant, donc cette convention de 2003, ratifiée par la France en 2006 et opérationnelle depuis 2009, environ une cinquantaine d'expressions, de pratiques culinaires du monde ont été reconnues et inscrites sur une liste de sauvegarde. Et on va du repas japonais, le washoku, la baguette, évidemment, ça a été cité puisque c'était en décembre dernier. Et puis, l'art du pizzaiolo napolitain, mais on y reviendra parce que c'est pas la recette de la pizza napolitaine qui a été inscrite, mais l'art du pizzaiolo par exemple. Donc c'est vrai que ce soft power, cette diplomatie d'influence qui s'empare comme ça de savoir-faire et au fond de ce patrimoine immatériel où en France on est plus familier avec le patrimoine dit vivant, c'est effectivement très intéressant, et on aura des chemins et des questions à poser sur cette nouvelle géopolitique qui s'inscrit aussi à travers ce nouveau patrimoine. Bon, je vais meubler le break alors. Allez-y. Ce dont je n'ai pas parlé, qui est très important, c'est que vous devez tous connaître dans le monde de la géopolitique de la gastronomie, c'est le club des chefs d'État. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça réunit les chefs des chefs. Les chefs des chefs, c'est quoi? Les chefs des cuisines. Mais M. Lavagna va en parler, voilà. Les chefs des cuisines des chefs d'État. Donc c'est quand même... c'est le gratin. C'est le gratin. C'est facile. Pardon. Ce sera coupé, j'espère. Ce sera pris, voilà. Et pas Dauphine. Donc après ce petit intermède et l'introduction de M. Lavagna sur l'importance de la diplomatie d'influence, la place de la gastronomie dans la géopolitique, je donne la parole et le micro à Pierre Raffard pour cette alimentation et la géopolitique dans l'assiette. Mais j'espère que tu nous parleras aussi de la fourche à la food tech. La parole est à Pierre Raffard. Merci. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Merci à Pierre Saner et à Marc Bayard pour leur invitation. Merci à eux de me donner l'opportunité de présenter mon livre, mon dernier livre, qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, donc au mois d'août 2021, aux éditions du Cavalier Bleu, et qui était au départ une commande. C'est-à-dire que moi, de formation, je n'ai pas étudié la géopolitique, moi je suis géographe de formation. Donc dans un sens très académique du terme, j'ai fait un master, puis après j'ai fait une thèse de doctorat, qui était consacrée à la manière dont les migrants utiliser l'alimentation pour s'intégrer à Istanbul. Vous voyez, vaste programme, hein, pas loin de 600 pages sur le sujet, 4 ans d'expérience à Istanbul, à manger bien entendu, et ensuite plusieurs années, j'étais plusieurs années en poste dans une université, là encore, je vous le donne en mille, en Turquie, à Izmir cette fois, pas à Istanbul, hein, le chaos stambouliote m'avait un petit peu refroidi, et donc j'ai décidé de migrer vers des rivages plus cléments, et notamment ceux de la mer Égée, puisque, vous le savez tous, Izmir, l'ancienne Smyrne, se situe justement sur cette côte littorale turque, particulièrement agréable au demeurant. Alors, j'ai été en poste plusieurs années en Turquie, et puis en revenant, après, bon, je vous passe les détails, après la tentative de coup d'État de 2016, après, dans une situation politique, économique, sécuritaire assez compliqué, j'ai décidé de revenir en France, et là j'ai commencé à enseigner dans une école qui s'appelle l'Institut libre d'études des relations internationales à Paris, donc l'ILERI, qui, comme son nom l'indique, est spécialisé sur l'étude de la géopolitique et des relations internationales. Et de fil en aiguille, parce que je sais pas, je devais tenir un sujet ou quelque chose comme ça, tout le monde me disait d'un ton assez enjoué, assez divertissant: ah, tu t'intéresses à l'alimentation, c'est rigolo, et la cuisine, ah bah c'est encore plus drôle. Et c'est étrange parce que pourtant tu n'es pas très gros. Alors bon, je ne sais pas, on dit jamais ça à un architecte: ah c'est rigolo, tu es architecte mais tu n'as pas de cale sur les mains. Bon, et de fil en aiguille, on m'a dit: est-ce que tu voudrais pas donner un cours sur la géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie? Bon, oui, bien sûr. Vous savez, quand vous commencez dans une école, vous dites oui à tout ce qu'on vous propose, hein. Donc, je me suis attelé finalement à essayer de comprendre si il existait une géopolitique de l'alimentation, de la cuisine et de la gastronomie. De fil en aiguille, j'ai fait ce cours, j'ai été contacté par les éditions du Cavalier Bleu, et donc, bah, vous le voyez, ça a abouti sur ce livre, et ça s'est tellement bien passé avec eux que je prépare aujourd'hui avec un collègue le tome 2, si on peut dire, qui sera cette fois consacré à la géopolitique de la vigne et du vin. Clin d'œil à un géographe des années 50, Roger Dian, qui avait écrit l'histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle. Et donc, bah, avant même de commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail, j'aimerais, alors ça c'est malheureusement ma formation universitaire,
dire déjà ce qu'on entend par le terme de géopolitique. Parce que la géopolitique, on le voit partout, on en entend partout parler, tout est géopolitique, de la géopolitique des frontières à la géopolitique du saucisson sec, de la géopolitique du textile à la géopolitique, je ne sais pas moi, des tapisseries, de la tapisserie par exemple, on est à la tapisserie des Gobelins, donc on pourrait tout à fait faire une géopolitique du tissu. Mais donc, ce terme de géopolitique, il est devenu très célèbre, très bien aussi pour les maisons d'édition qui pensent que ça va faire vendre. Vous voyez, quand vous mettez le terme de géopolitique, ça fait sérieux. Mais finalement, sans véritablement se poser la question de la géopolitique, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est sa définition? Alors, c'est une discipline très large. Alors moi, j'ai l'habitude de me retrancher derrière la définition qu'on donne Yves Lacoste, donc un géographe français qui a été le premier à remettre sur le devant de la scène la discipline géopolitique et qui l'a définie de manière très générale comme l'étude des rapports de force entre des acteurs sur des territoires. Alors vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Mais finalement, on se rend compte que l'alimentation, et quand je parle d'alimentation, je parle de l'alimentation dans son acception la plus générale, donc de la production à la consommation, en passant par toutes ces étapes qu'on appelle toutes les étapes de la chaîne de valeur, donc la distribution, la transformation, etc. On se rend compte, finalement, on peut dégager une géopolitique. Alors, cette géopolitique, comment Bruno Lavagna nous disait que la table rassemble, moi j'aurais aussi tendance à dire que la table, elle, divise. Vous le voyez toutes et tous, le repas du dimanche midi. Qu'est-ce que c'est d'autre que de la géopolitique? À l'échelle micro-locale. C'est-à-dire, que vous l'avez tous, j'imagine, expérimenté, où est-ce que je vais m'asseoir autour de cette fameuse table? Et finalement, la place même où vous vous asseyez, la capacité même à vous asseoir à la place que vous voulez. Vous ne voulez pas être à côté du cousin un petit peu envahissant. Vous ne voulez pas être à côté de l'oncle que vous ne pouvez pas sentir. Vous ne voulez pas être à côté de la cousine un petit peu trop bavarde. Et vous ne voulez surtout pas être à côté du patriarche qui prend la parole et qui la monopolise. Et bien, ça, finalement, c'est de la géopolitique. Donc oui, la table rassemble, je suis entièrement d'accord avec mon collègue, mais la table aussi divise. Et l'objectif finalement de ma présentation aujourd'hui, ça va être aussi de comprendre finalement ce qui se joue dans nos assiettes, mais aussi autour de nos assiettes. Et de comprendre que leur contenu n'est pas finalement une sorte d'opération du Saint-Esprit, mais dépend de rapports de force entre des acteurs sur des territoires. Je reprends la définition d'Yves Lacoste. Et finalement, donc bon, j'avais mis ça, et finalement c'est assez intéressant, et la guerre en Ukraine a véritablement fait changer les mentalités depuis maintenant 1 an. C'est-à-dire que jusqu'à présent, parler de géopolitique de l'alimentation était quelque chose d'assez nébuleux, d'assez flou, que le grand public et même d'ailleurs l'audience de spécialistes ne percevait pas vraiment. Quand on parlait de géopolitique, on parlait, allez, je vais rentrer dedans et être de manière un peu triviale, on pensait à des gens qui se tapaient dessus quelque part dans le lointain Moyen-Orient. La géopolitique, ça s'arrêtait à peu près à ça. Mais avec la guerre en Ukraine, avec très rapidement l'arrivée au premier plan de thématiques agricoles, avec la peur aussi de se dire, est-ce qu'on va manquer à terme de certains produits? Est-ce qu'on va manquer? Alors, on a parlé du blé, peut-être que vous l'avez tous vu, vous aussi, la moutarde. Pendant des semaines et des mois, on a eu des problèmes pour avoir de la moutarde. Alors certes, la moutarde, c'est anecdotique. Pour moi, c'est pas du tout anecdotique de ne pas avoir de moutarde sur la table, mais ça, c'est une autre question. Mais ces péripéties, si je puis dire, géopolitiques, ont finalement fait comprendre, dans une période en plus post-pandémie, où là encore la question alimentaire avait occupé le premier plan, vous vous souvenez toutes et tous, de juste après l'annonce du premier confinement, de ces files de personnes attendant devant les épiceries, les supermarchés, etc. Et ce qui était considéré comme finalement un impensé, aller au supermarché, avoir des rayonnages totalement remplis et dégorgeants presque de biens et de denrées alimentaires, est devenu, en quelques mois, si vous voulez, un problème, ou tout au moins une prise de conscience a eu lieu, nous faisant comprendre que ce qu'on mangeait, le contenu de nos placards, le contenu de nos réfrigérateurs, n'était pas finalement simplement une sorte d'opération du Saint-Esprit, mais bien le résultat, la construction de réseaux d'approvisionnement qui, parfois, venaient de particulièrement loin. Et donc, cette guerre en Ukraine nous a finalement redonné encore, si je puis dire, une sorte de claque,
Et très rapidement après le début du conflit, donc dès le mois de mars 2022, on a eu dans la presse tout un ensemble. Alors dans la presse, là je vais essayer de vous mettre une sorte de patchwork de différents articles, à la fois français, mais aussi espagnol, mais aussi le Financial Times, mais aussi le Corriere della Sera. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de mettre Sabah, qui est un journal turc. Vous savez, enfin, mes étudiants le savent, quand je parle de quoi que ce soit, il y a toujours la Turquie qui arrive à un moment donné. Mais finalement, ce qui a vraiment attiré l'attention de la communauté internationale, ça a été dès la fin du mois de mars, quand Volodymyr Zelensky, prenant la parole devant le Parlement italien, annonce, alors déporte complètement le débat. On pensait qu'il allait nous parler des pertes matérielles, des pertes civiles. Non, il parle de l'agriculture et il parle de l'alimentation. Là, je vous ai mis une de ces citations, donc c'est un discours assez long, mais simplement une des citations. Il annonce devant le parterre italien, finalement assez médusé, puisque ce n'est pas simplement l'Italie, c'est l'ensemble de la planète. Je cite, « Le pire sera la famine qui menace plusieurs pays. L'Ukraine a toujours été l'un des principaux exportateurs de nourriture, mais comment pouvons-nous semer sous les tirs de l'artillerie russe? Comment pouvons-nous semer quand l'ennemi mine les champs et détruit les réserves d'essence ?» Là, pour la communauté internationale, ça a été une vraie claque. Ça a été une vraie claque parce qu'on s'est dit, bon, ce conflit, certes, aux marges de l'Europe, aux marges orientales de l'Europe, mais va peut-être avoir des conséquences sur notre sécurité alimentaire à nous. Premier exemple. Deuxième exemple de cette géopolitique de l'alimentation, peut-être un petit peu plus anecdotique, ou en tout cas qui pourrait à première vue prêter à sourire, peut-être que certains et certaines d'entre vous en ont entendu parler, c'est ce qui a été appelé par les journaux américains le Gruyère Gate. Alors je vous fais très rapidement le résumé de ce qui s'est passé. C'est l'année dernière, un tribunal de Virginie, donc vous savez, ces lointains américains, décide que l'appellation Gruyère peut désigner tout type de fromage ressemblant au gruyère traditionnel. Donc que le gruyère n'est plus réservé uniquement aux producteurs suisses ou aux producteurs français. Alors, à première vue, ça peut prêter à sourire de se dire, bon, avoir une tension diplomatique pour du gruyère, soyons sérieux, il y a quand même d'autres choses qui se jouent. Mais mettez-vous à la place des producteurs de gruyère, des producteurs suisses, des producteurs français. Ils vont avoir, face à eux, une concurrence qu'ils considèrent, eux, comme déloyale, et qui va donc peut-être empiéter sur leur hégémonie de fait traditionnelle, géographique même, j'aurais tendance à dire. Donc vous voyez, là on est sur un deuxième aspect de cette géopolitique de l'alimentation et de la gastronomie, c'est ce qu'on pourrait qualifier finalement de guerre économique. Troisième exemple, là encore, qui peut prêter à sourire si il n'était pas assez tragique concernant la hauteur du débat politique. Vous avez peut-être suivi l'année dernière les échanges à fleurs et mouchetés qui ont eu lieu entre Sandrine Rousseau d'un côté et Fabien Roussel de l'autre, donc deux représentants de partis classés à la gauche du spectre politique. Et vous vous souvenez surtout de ces propos de Sandrine Rousseau, disant, je cite, « Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. » Alors, je vous laisse... Alors, je ne suis pas forcément d'accord, voire très très loin d'être d'accord avec Sandrine Rousseau, mais finalement, elle n'a que remis au goût du jour ce que Roland Barthes avait montré dans ses mythologies dès les années 50, où il montrait finalement la symbolique virile de ce steak frites. Donc finalement, rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui est intéressant, à travers ce qui pourrait là encore sembler passer pour une anecdote, c'est que l'alimentation devient cette fois symboliquement l'exemple, l'icône d'une lutte qui se veut féministes, déconstructivistes, etc. Donc, vous voyez, trois exemples pris un petit peu comme ça dans l'actualité assez récente, mais qui nous montrent les diverses déclinaisons de cette géopolitique de l'alimentation, de la cuisine, et j'y viendrai plus tard, de la gastronomie. Donc, très rapidement, pour aller plus vite et pour vraiment prendre à bras-le-corps cette dimension géopolitique, je vais aborder dans un premier temps la géopolitique dans la définition traditionnelle qu'on en a. Donc vraiment l'idée que l'agriculture, l'alimentation est un enjeu, est un levier majeur dans un combat dans des combats plus ou moins coercitifs. Alors, cette utilisation de l'arme alimentaire, c'est pas quelque chose de nouveau, je vous rassure tout de suite. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, on voit que lorsque vous avez des conflits, lorsque vous avez des tensions, lorsque vous avez des guerres,
l'alimentation, de fait, est le premier objectif, la première cible utilisée par les belligérants. Alors là, je vous ai mis une photo à gauche. Bon, c'est pas une photo d'époque, hein, c'est le siège d'Alésia. Alors, le siège d'Alésia, c'est assez fascinant. Et d'ailleurs, toute cette stratégie du siège militaire, qu'est-ce que c'est d'autre que d'utiliser l'alimentation comme une arme et comme un outil de pression? Le siège, c'est finalement l'une des meilleures stratégies militaires qui existent. Vous postez votre armée autour d'une ville, d'un oppidum, d'une région, vous coupez les chaînes d'approvisionnement et vous attendez, alors d'approvisionnement en nourriture solide bien sûr, mais aussi, on a un peu trop tendance à l'oublier, en eau. Vous coupez tout ça et vous n'avez plus qu'à attendre que votre ennemi se rende. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que cette technique du siège, donc on l'a vu à Constantinople, on l'a vu tout au long de l'histoire, cette technique du siège a été utilisée, et elle a été de nouveau utilisée lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je vous renvoie notamment au siège de Mariupol, où les témoignages de journalistes et d'observateurs présents sur place, mais finalement vous auriez simplement mis qu'ils avaient été faits, qu'ils avaient été écrits il y a 500, 1000 ans ou 2000 ans, mais finalement ça faisait aussi, ça faisait plus ou moins la même chose. Donc la stratégie du siège, donc le fait même d'affamer les belligérants, c'est la première expression, si vous voulez, de cette arme alimentaire. Alors, une utilisation très ancienne, mais il faut attendre le début des années 70 pour que ce concept d'arme alimentaire soit vraiment forgé aux États-Unis par cet homme. Alors, étonnamment, pas resté à la postérité, mais qui a pourtant marqué un tournant dans la... Je vous ai mis un petit... Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la version française. Je vous ai mis un exemple de l'importance qu'ont ces exportations de blé ukrainien sur la planète, puisque comme vous le voyez, certains pays étrangers, vous voyez le Kazakhstan, la Géorgie, la Turquie, je pense aussi à un pays comme l'Égypte, à l'Algérie, etc. Une bonne partie de leur souveraineté alimentaire dépend justement de ces exportations, de blé et de ces exportations céréalières, soit russes, soit ukrainiennes. Donc quand je vous parlais précédemment des conséquences de l'arme alimentaire lors de l'Antiquité, de la période médiévale, les conséquences étaient assez régionales, si on peut dire. Aujourd'hui, avec ces mêmes stratégies, les conséquences, cette fois, sont globales. J'aimerais évoquer très rapidement aussi un aspect qui me semble essentiel et dont on n'évoque pas beaucoup quand on parle d'armes alimentaires, de géopolitique de l'alimentation, c'est la question de l'aide humanitaire et plus précisément l'utilisation de l'aide humanitaire comme arme de guerre. Alors, de manière bien naïve, moi quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me disais, l'aide humanitaire c'est très bien, l'aide alimentaire c'est encore mieux, ça permet justement de venir en aide à des populations vulnérables qui en ont besoin. Mais quand vous regardez un petit peu plus dans le détail, vous vous rendez compte que cette aide alimentaire, en tout cas sa distribution, est parfois justement au cœur d'une stratégie militaire. Un exemple que vous connaissez peut-être toutes et tous, l'Éthiopie et la famine qui frappe l'Éthiopie en 84-85. Alors, c'est absolument fascinant. Pas la famine en elle-même, hein, bien entendu. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir ce qui s'est passé loin des caméras occidentales, loin du studio d'enregistrement de Michael Jackson après avoir enregistré We Are the World, justement pour l'Éthiopie. C'est que cette aide alimentaire venant de l'ensemble de la planète, venant de l'ensemble des pays de la planète, arrive en Éthiopie. Sauf que le gouvernement éthiopien se dit, et pourquoi pas faire une pierre de coups? Pourquoi pas utiliser cette aide alimentaire pour combattre la guérilla qui agit dans la région du Nord, dans la région du Tigré. Et donc, qu'est-ce qui se met en place? Le gouvernement d'Addis Abeba décide de distribuer l'aide alimentaire uniquement dans le sud du pays. Donc, vous avez des migrations qui se mettent en place du nord du pays vers le sud. Conséquence, simplement, la rébellion reste, les civils s'en vont. Et donc, pour les combats et pour la résolution du conflit entre l'État central et la rébellion, finalement, les belligérants se retrouvent face à face. Donc, cette aide alimentaire, elle rentre aussi vraiment dans une stratégie plus globale de pression, de tension géopolitique. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vous parlais aussi de la guerre économique en vous mentionnant l'exemple du Greenergate. Bon, on l'a vu aussi, notamment quand Donald Trump était encore président des États-Unis, et notamment ces fameuses taxes Trump sur les produits français. Et justement, on se rend compte dans l'histoire récente, plus ou moins récente de l'humanité, du monde, que cette guerre économique, le fait d'imposer des taxes
vis-à-vis d'un pays considéré comme rival, ennemi, ou en tout cas ne partageant pas le même positionnement stratégique, a été utilisé à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, à ce titre-là, les Américains sont quand même les champions là-dedans. Je vous renvoie à l'embargo sur Cuba, à l'embargo sur l'Iran, etc., etc. Je vais aller vite. Ça aussi, je vais aller vite, sinon je vais, je pourrais parler des heures. Donc, une arme alimentaire, donc le premier temps, vraiment, je parlais de cette dimension très, très coercitive, très violente de cette géopolitique de l'alimentation. Mais on a, et mon collègue de la Vallière l'a évoqué précédemment, on a aussi cette utilisation diplomatique de l'alimentation, qui est une arme, peut-on l'appeler arme, en tout cas, bon, disons, un outil dans un arsenal diplomatique aux mains des pays, qui peut être véritablement utilisé. Alors, je ne reviens pas sur Talleyrand, le premier théoricien de cette diplomatie culinaire, qui, dès le congrès de Vienne de 1815, se dit, bon, là, il va falloir faire quelque chose, c'est pas uniquement en discutant lors des séances plénières officielles que la France va pouvoir peut-être retirer quelque chose. Non, il va mettre en place toute cette diplomatie culinaire qui est assez légendaire, certes, mais qui est restée dans les mémoires et qui a influencé les pratiques de beaucoup de pays, et au premier rang encore la France. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette citation de Talleyrand: le meilleur auxiliaire d'un diplomate, c'est bien son cuisinier. Et cette utilisation diplomatique, on la voit, et c'est assez fascinant. Hein. Alors, je vous renvoie au livre très très bien de Laurent Stéphanie, À la table des diplomates, mais vous avez dans l'histoire, alors européenne, mais aussi moyen-orientale, je travaille surtout sur le Moyen-Orient, et on se rend compte que cette utilisation diplomatique, alors non pas de l'alimentation cette fois, mais plutôt de la cuisine, voire de la gastronomie, parce qu'on pourra en discuter des différences entre alimentation, cuisine et gastronomie, on l'a vu notamment lors de l'inauguration du canal de Suez. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais vous devinez quand même la richesse du menu servi par le Rédive à l'occasion au parterre d'ambassadeurs et d'émissaires étrangers. Un autre, peut-être un événement que vous connaissez, un événement que vous connaissez moins, c'est dans les dernières décennies de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est un empire vacillant à la fin du XIXe siècle, et donc le sultan et le gouvernement ottoman se disent, bon, là, si ça continue comme ça, on ne va pas pouvoir s'en sortir, donc il va falloir engager une modernisation. Cette modernisation, elle signifie surtout une occidentalisation des mœurs du pays. Et ce qui est véritablement fascinant à suivre, c'est, alors une collègue turque a beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est de suivre la composition des menus et des repas servis au palais ottoman. Alors, au palais ottoman, d'une part, peut-être que certains et certaines d'entre vous l'ont visité, de Topkapı, aussi le palais surtout de Dolmabahçe. Et vous avez une sorte de fusion qui se met en place entre, d'un côté, donc avec des menus écrits à la fois en ottoman et en français. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, la lingua franca, c'est français, la langue de la diplomatie, c'est français. Et donc vous avez des menus qui sont une sorte de mélange entre héritage ottoman, vous avez du pilaf, vous avez des beureks, vous avez des plats typiques des différentes régions de l'Empire, auxquels s'adjoignent des plats typiquement français. Et le tout servi avec du vin, bien entendu, français. Alors, pourquoi faire ça? Comme l'a dit mon collègue, parce que cet empire qui veut se donner l'impression de continuer à exister, quoi de mieux que la table, quoi de mieux que la cuisine, quoi de mieux que de montrer à travers l'assiette et à travers les verres aussi, que finalement vous vous mettez sur un niveau d'égalité, sur un pied d'égalité. Être capable de servir la cuisine de l'autre, de cet ambassadeur européen, de cet émissaire étranger, symboliquement, c'est une manière aussi de vous présenter comme son égal. Alors, donc je vous ai parlé de cette utilisation très importante dans des rapports de force géopolitiques, finalement, beaucoup assez traditionnels, mais comme l'a évoqué Pierre Saner, comme l'a évoqué Bruno Lavagna précédemment, il y a aussi une dimension beaucoup plus d'influence, de rayonnement, qui renvoie à ce fameux concept de soft power qu'on évoquait précédemment. Et le soft power, là encore, un concept qui a été un peu malmené. Et là, je suis obligé, là encore, de reprendre ma casquette d'universitaire. Donc c'est un concept qui est assez récent. Il
date de la fin du milieu des années 90, pardon, juste après la chute du mur de Berlin, juste après la disparition de cette bipolarité entre le bloc américain et le bloc soviétique, et les politologues américains se disent, finalement, comment va être l'organisation du monde? Est-ce qu'on va être sur une organisation, est-ce qu'on va avoir d'autres puissances qui vont émerger, donc on va avoir une bipolarité, une multipolarité, ou est-ce qu'on va être les seuls? Et donc, parmi eux, un de ces politologues, dont le nom est Joseph Nye, va développer, va se rendre compte que la puissance d'un pays ne passe plus uniquement par les formes les plus coercitives que sont son armée, que sont des sanctions économiques, mais qu'elle passe par d'autres vecteurs, par d'autres canaux, certes moins visibles, mais tout aussi puissants. Et c'est à partir de là qu'il forme le concept de soft power. Mais quand on dit ça, on oublie très souvent quelque chose. On oublie l'objectif central du soft power. Certes, il y a un objectif économique. Quand vous voyez Hollywood, un des objectifs d'Hollywood, quand vous voyez Netflix, c'est de s'implanter, de gagner des nouveaux marchés à l'étranger. Mais il y a une autre chose, et ça c'est ce que j'insiste tout le temps avec les étudiants, c'est qu'il y a aussi la volonté de faire adopter ces valeurs à l'autre. Quand Hollywood se déploie à l'étranger, certes, il vend une production culturelle, mais il vend aussi un art de vivre. Il vend aussi ce fameux American Dream. Il vend aussi une certaine vision du monde. Donc, ce soft power, et là aussi, je pense dans la discussion on l'évoquait, ce soft power, et quand on va arriver sur la dimension gastronomique et culinaire, une diffusion d'une cuisine, d'un plat, d'un mets, de pratique, c'est pas forcément soft power. Pour qu'il y ait soft power, il faut aussi qu'il y ait l'adoption des valeurs associées à la cuisine. Et c'est vrai qu'en France, même si en France, vous savez, on aime bien s'auto-flageller, c'est une sorte de sport national, vous avez peut-être fait toutes et tous l'expérience en allant à l'étranger. Parler du croissant, parler de la baguette, c'est pas simplement parler de pain ou parler de viennoiserie, c'est aussi un art de vivre. Regardez, vous parlez du vin, parlez du fromage. Le vin, là, j'ai regardé hier soir une série absolument nulle sur Netflix qui s'appelle Le goût du vin, où vous avez un jeune homme noir, alors, vous êtes sur Netflix, hein, un jeune homme noir qui justement d'un milieu modeste, qui veut devenir sommelier, et alors, pour lui c'est absolument exceptionnel, il y a une révélation parce qu'il vient à Paris. Voilà. Et donc vous avez encore, dans le cas français, même si la cuisine française, la référence gastronomique française peut être considérée comme attaquée de toutes parts, vous avez encore cette portée symbolique, cette puissance d'évocation que d'autres pays n'ont pas forcément. Alors, je vais aller assez rapidement. Étonnamment, quand on se pose la question du soft power, c'est vraiment un concept qui a été une notion très travaillée par les politologues, par les géographes, etc. Mais la question, la déclinaison alimentaire, gastronomique ou culinaire du soft power, elle, finalement, a fait l'objet d'assez peu de travaux. Et alors, à l'exception de deux chercheurs dans ma connaissance, mais j'espère qu'il y en a d'autres, et moi maintenant, je suis le troisième, je suis ravi, mais notamment d'un chercheur australien qui s'appelle Christian John Reynolds et qui écrit un article en 2012 qui s'appelle, vous voyez, The Soft Power of Food, a Diplomacy of Hamburgers and Sushi. Et alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que décrit Reynolds, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller plus loin que simplement de constater que l'alimentation, la cuisine, la gastronomie peuvent être des éléments de rayonnement d'un pays. Il se pose la question de qu'est-ce qui fait soft power alimentaire? Qu'est-ce qui fait soft power culinaire? Et pour lui, finalement, il définit trois piliers. Le premier, c'est ce qu'il va appeler la propagande culturelle. Alors j'ai mis des guillemets, hein, ne prenez pas le terme de propagande dans une acception péjorative. La deuxième, donc, cette propagande culturelle, ça va être la capacité d'un État, d'une ville, d'une région, à vendre une image d'elle. C'est, si vous voulez, le premier stade d'une diffusion et d'un soft power. Et là, j'aime beaucoup cette publicité, toute cette campagne de communication menée par l'Office de tourisme coréen. Là, certes, on vous vend du kimchi, on vous vend du bibimbap, tout ce que vous voulez, mais on vous vend autre chose. Et là, je reviens sur mon soft power. Là, on vous vend un art de vivre. Là, on vous vend un raffinement. Là, on vous vend une culture coréenne. On ne vous vend pas simplement un plat de chou fermenté. C'est pas ça. Il y a autre chose. Donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième, c'est le changement démocratique. C'est quand, une fois que vous avez vendu votre cuisine, quand vous avez vendu les valeurs aussi associées à cette cuisine, ces valeurs deviennent profondément intégrées par les populations étrangères.
quoi de mieux que cette photo de l'ouverture du premier McDonald's à Moscou en 1990. Et je dois vous dire que pour les besoins de mon PowerPoint, j'étais obligé de le couper. Mais imaginez que la queue allait sur mon texte actuel. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus simplement les Russes, les nouveaux Russes, et ce qu'ils veulent, c'est pas manger un hamburger. Ce qu'ils mangent là, c'est aussi les valeurs américaines. C'est ce que je dis à mes étudiants quand je les tense en disant j'espère que vous n'allez pas chez Starbucks. Quand ils vont chez Starbucks, la force de Starbucks, c'est pas de vous vendre un café de qualité. Non, c'est de vous vendre l'imaginaire associé à Starbucks. L'imaginaire de ce monde entrepreneurial nord-américain, de la Silicon Valley, etc. C'est ça la force de Starbucks, c'est pas le café en lui-même. Le café, c'est du café, quoi. Par contre, tout le décor autour, ça impacte véritablement. Et le dernier temps de Reynolds, c'est ce qu'il appelle le changement systémique. C'est que finalement, cette adoption des valeurs, cette adoption qui a commencé avec la cuisine, elle se diffuse dans d'autres strates de la société, dans d'autres aspects de la société. Un exemple, alors, peut-être à nuancer, c'est l'exemple du sushi. Alors, vous savez tous que le sushi, c'est un plat japonais, mais qui doit sa capacité de diffusion à son passage par la Californie. C'est-à-dire que l'histoire du sushi, c'est pas Japon, non, c'est Japon, Californie, reste du monde. Mais ce sushi, certes, vous avez une recette derrière ça, vous avez des valeurs de raffinement, vous avez des valeurs d'équilibre, vous pouvez mettre tous les noms, tous les adjectifs que vous voulez après. Et donc ce sushi, parce qu'il est adopté par les sociétés en place, il se transforme. Il donne lieu à de nouvelles moutures, à de nouvelles formes. C'est ces fameux Californian Roll qui feraient dresser les poils sur les bras de n'importe quel japonais. Donc, mais avec le succès de la cuisine japonaise, avec le succès des valeurs véhiculées par la cuisine japonaise, vous avez aussi tout un ensemble de codes, et notamment de codes esthétiques qui se développent. Là, je vous ai mis une assiette, mais une assiette comme vous trouvez maintenant presque partout dans des restaurants assez raffinés. On est loin de notre grand-mère lyonnaise qui amenait le faitout sur la table et dans lequel tout le monde se servait. Et même peut-être chez vous, aujourd'hui, peut-être que vous faites, quand vous recevez des amis, quand vous recevez des proches, peut-être même que vous faites du service à l'assiette. Ce que vous ne faisiez pas il y a 20 ans. Donc, avant, vous ameniez le faitout et tout le monde se servait, et il y avait cette dimension un petit peu française, gauloise, appelez ça comme vous voulez. Donc, ce changement systémique, il a aussi participé à une évolution des pratiques, des représentations qui dépassent simplement le cadre de l'assiette. Alors, des pays ont bien compris ça, ont bien compris cette capacité performative de la cuisine. Alors, on a parlé, je vous ai parlé précédemment de gastronomie, de diplomatie gastronomique, à ne pas confondre avec un autre terme qui vient du monde anglo-saxon, qui est la gastrodiplomatie. Et cette gastrodiplomatie, c'est finalement l'utilisation marketing, Bruno Lavagna peut-être nous contredira sur le terme de marketing, mais cette utilisation de la cuisine pour vendre son territoire. Vous avez parlé du Pérou. Le Pérou, c'est un exemple particulièrement pertinent de cette utilisation de la mise en place d'une stratégie gastrodiplomatique. Même chose pour un pays comme la Thaïlande. Même chose pour un pays comme l'Indonésie, qui décide aujourd'hui de développer des stratégies gastro-diplomatiques à l'Inde. Vous savez, le cœur battant de l'islam, c'est pas en population absolue, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est pas le Golfe Persique, hein, soyons bien clairs. Et donc, vous avez beaucoup de pays qui se sont dit, bon, à l'échelle internationale, on n'occupe pas le premier plan. Donc il va falloir se différencier de pays de second rang. Et quand je dis de pays de second rang, il n'y a aucune dimension péjorative dans le terme. Donc comment faire pour se différencier vis-à-vis des autres? Pourquoi ne pas développer une stratégie gastrodiplomatique? C'est le cas à l'échelle des États, c'est le cas aussi à l'échelle des régions, voire des villes. J'avais consacré ma thèse à une ville à la frontière, en turc, à la frontière de la Syrie, qui s'appelle Gaziantep. Gaziantep, c'est l'exemple typique d'une stratégie gastrodiplomatique. C'est-à-dire une ville que absolument personne ne connaissait jusqu'aux années 70-80. C'est simplement une sorte de centre industriel, textile, très très loin des grands centres urbains du pays, Istanbul, Ankara, Izmir. Et Gaziantep, désireuse de hâter son développement,
se dit, bon, banco, on va tabler sur une stratégie qui n'avait pas encore gastro-diplomatique à l'époque, mais ce qu'il y avait un tourisme culinaire. Aujourd'hui, quand vous allez en Turquie, quand vous parlez d'Gaziantep, à n'importe quel Turc, il va vous parler des kebabs, des baklava, des cheviettes, des kadayıf, etc., etc. Donc aujourd'hui, parler de Gaziantep a réussi à se singulariser dans cette compétition que se livrent les villes les unes par rapport aux autres, grâce à la cuisine. Alors je vous parlais du Pérou, bon, on pourra aller... Les derniers temps, et je finirai là-dessus, qui me semble important, aujourd'hui, très difficile de parler de cuisine sans parler de mondialisation ou de globalisation. Moi, je préfère le terme de globalisation parce que j'utilise un franglish détestable. Toujours est-il qu'on se rend compte que cette globalisation, aujourd'hui, on nous a très souvent fait croire que qu'aujourd'hui, il était possible de tout manger, que tout le monde... Alors, dans les années 90, on nous disait que tout le monde, dans les 10-15 ans à venir, allait manger de la même manière. C'est pas complètement vrai. On se rend compte, vous vous souvenez sûrement du démontage du McDonald's de Millau par la Confédération paysanne en 95. Alors, à vous, je peux le dire, quand j'en parle à mes étudiants, ils me regardent avec des yeux comme ça, en me disant qu'est-ce qu'ils nous racontent. Ils sont trop jeunes, malheureusement, 95, pour certains, je me rends compte qu'ils n'étaient pas encore nés, donc ça fait un coup de vieux quand même. Bon, mais à cette époque-là, dans les milieux des 90, on avait peur de cette homogénéisation, on avait peur de manger plus que des hamburgers et des frites. Vous vous souvenez, McDo était une sorte de diable, de grand méchant loup, qui allait araser toutes les spécificités culinaires et gastronomiques locales. On se rend compte, avec le recul, donc avec presque 30 ans de recul maintenant, que finalement ces craintes n'étaient pas justifiées et qu'on a aujourd'hui une offre culinaire et gastronomique à notre disposition qui n'a jamais été aussi importante. Aujourd'hui, on parlait de la pizza, manger des sushis, manger du burger, du kebab, que sais-je encore, ou un biryani indien, c'est devenu... Enfin, ça a presque perdu cette dimension exotique, c'est devenu commun. D'ailleurs, vous le voyez bien, beaucoup de chaînes ou de magasins, je pense notamment à des magasins de plats surgelés, désormais ont des gammes de produits asiatiques, mexicains, etc. Donc quand vous commencez à avoir des plats surgelés d'une cuisine, ça veut dire que la cuisine est très plus exotique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement, donc on a une offre qui n'a jamais été aussi riche. Mais on se rend compte quand même que la diffusion des cuisines dépend énormément de la puissance géopolitique des pays. Pourquoi est-ce qu'au XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, la cuisine française devient à ce point, devient une telle référence gastronomique? Parce que la France est une puissance politique et économique en Europe et donc sur le monde. Pourquoi est-ce que, à partir des années 60-70, le modèle américain se développe? Parce que les États-Unis sont une puissance politique, économique et culturelle. Pourquoi est-ce qu'au tournant des années 90, le Japon et la cuisine japonaise deviennent des références désirées par un nombre grandissant de mangeurs? Parce que le Japon est aussi, à cette époque-là, devient véritablement une puissance globale et mondiale capable de se diffuser, de diffuser et sa cuisine et ses valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, une fois qu'on a dit ça, de dire, bon, il y a des cuisines qui se diffusent. Il y en a d'autres qui ne se diffusent pas. Et donc, essayez de comprendre cette globalisation alimentaire, essayez de comprendre le lien entre géopolitique et globalisation. Vous pouvez le faire d'une certaine manière à l'inverse, en observant les territoires qui, eux, ne se diffusent pas. Et j'ai particulièrement à l'esprit, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant, les cuisines africaines. Qui, ici, a déjà, se dit, comme non, qui a déjà mangé un thieboudienne, de la lango, qui fréquemment, une fois par semaine, une fois par mois, mange un plat africain, un belé par exemple. Pas vraiment. Et la question, c'est qu'une fois que vous constatez que ces fameuses cuisines africaines ne se diffusent pas encore autant qu'elles le devraient, de manière logique. En France, on a une diaspora africaine gigantesque. On a presque 2 millions de personnes, soit africains, soit d'origine africaine. Donc, logiquement, on pourrait se dire que les cuisines africaines devraient devenir l'équivalent. Alors, quand je parle des cuisines africaines, je parle des cuisines subsahariennes, il faut bien faire. Que le dolé, le tief, le thieboudienne seraient les nouveaux couscous. Eh bien non. Et la question, c'est de se dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines cuisines ne se diffusent pas? Et pour le comprendre, à mon avis, justement, il faut s'intéresser à la géopolitique. Pourquoi l'Afrique ne se diffuse pas?
Parce que l'Afrique est un continent qui, qu'on le veuille ou pas, est toujours en marge dans des flux internationaux et des flux globaux. Regardez, là, je vous ai mis la liste, c'est en 2016, mais en 2023, je pense que l'index n'aurait pas véritablement changé, des 20 premières villes mondiales, des 20 plus grandes métropoles mondiales. Que vous n'avez pas de ville africaine. La première, ça doit être à la 25e place, ça doit être le Cap, peut-être, ou Johannesburg. C'est tout. Donc, pour qu'il y ait des diffusions, d'une part, il faut qu'il y ait des flux financiers, des flux humains, des flux informationnels, des flux culturels qui passent. L'Afrique, malheureusement, est pour le moment en périphérie de ces flux. Autre aspect, l'Afrique n'est pas un continent touristique. Pourquoi la référence méditerranéenne est devenue si connue et si appréciée à travers le monde? Parce que la Méditerranée est l'un des plus grands bassins touristiques de la planète. Autre explication à cette non-diffusion, pour l'instant, des cuisines africaines. Tout simplement parce que vous n'avez pas de grandes multinationales agroalimentaires africaines. Pourquoi la cuisine américaine s'est diffusée? Parce que vous aviez des chevaux de Troie qui étaient par exemple McDonald's, Burger King, KFC, Starbucks, etc. etc. Êtes-vous capable de citer 2 multinationales agroalimentaires africaines? Non. Et si alors dans les 10 premières multinationales agroalimentaires africaines, vous avez 8 sud-africaines, des brasseurs et 2 brasseurs nigériens. Et donc avec un rayonnement qui s'arrête soit de manière nationale, soit qui s'arrête aux frontières du continent. Et enfin des cuisines qui, qu'on le veuille ou pas, demeurent encore très identitaires. Peut-être que vous connaissez, vous êtes rendu dans certains restaurants dans le 18e arrondissement, vers Château-Rouge. Il faut quand même avoir du courage pour rentrer. On vous fait quand même comprendre que finalement, tout le décorum, toute la manière d'être des propriétaires, des cuisiniers, des clients, vous font comprendre que vous êtes dans un lieu où vous avez des codes à respecter. Et ces codes-là, vous les maîtrisez peut-être pas forcément. Donc finalement, on se rend compte qu'on peut aussi comprendre cette globalisation, le lien entre globalisation et géopolitique, à travers justement ces territoires, pour le moment, centrés sur eux. Dernier temps, et là j'arrête là-dessus, on parle beaucoup de globalisation et de géopolitique. On a une nouvelle géopolitique qui se met aujourd'hui en place, et notamment une géopolitique qui est particulièrement liée aux nouveaux enjeux qui se posent là encore à l'échelle globale, les enjeux climatiques notamment, et on a de nouveaux rapports de force qui se mettent en place, de nouveaux modèles alimentaires, culinaires, voire même gastronomiques, peut-être qui se mettent en place, justement pour à la fois se positionner sur l'échiquier international, mais aussi, pourquoi pas, pour valoriser de nouvelles pratiques, de nouveaux produits. Et donc, on voit se développer de nouvelles solutions, alors, de nouveaux discours, et notamment, je finirai là-dessus, puisque le sous-titre de mon ouvrage s'appelle « De la fourche à la foodtech », c'est un clin d'œil, vous savez, une sorte d'expression, une sorte de tarte à la crème, de la fourche à la fourchette. On s'est dit avec la maison d'édition qu'on allait changer un petit peu à la foodtech. Donc justement pour apporter des solutions concrètes à ces nouveaux enjeux environnementaux, mais aussi alimentaires et culinaires, on a de nouveaux acteurs qui ont émergé ces dernières décennies, alors qui sont depuis une vingtaine d'années, ces fameux acteurs de la foodtech que vous connaissez peut-être sûrement. Alors, ces acteurs, soit ils vont de la production, par exemple, de substituts carnés, ce qu'on appelle la viande végétale ou la viande cellulaire. Ils sont aussi, par exemple, spécialisés dans la mise en place de fermes urbaines ou d'agriculture technologisée à l'extrême. Vous savez, ces fameuses fermes verticales qui semblent tout droit sorties d'un roman de science-fiction. Bon, alors, vu comme ça, on peut se dire, bon, c'est simplement le délire de quelques ingénieurs dans la Silicon Valley. Bon, et sinon, ça ne me concerne pas. Mais ce qui est intéressant, c'est le dernier point dans mon livre, c'est de se dire que finalement, de nouveaux rapports de force de nouvelles tensions politiques, culturelles, idéologiques, aujourd'hui émergent avec ces nouveaux acteurs et avec cette foodtech. Donc, je m'arrêterai là-dessus parce que je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toutes les questions que vous voulez. Je me
mieux qu'un verre d'eau. Bravo, c'est très belle publication. Merci beaucoup, cher frère. C'est le prof de l'histoire et de la géographie, à la fois un voyage dans le temps et dans l'espace. On a allé de par le monde, des choses très exotiques. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va aussi laisser la place à quelques qui sont dans la salle, mais également à Bruno Valla qui va réagir sur deux ou trois points. Je reviens sur un qui m'a frappé lorsque tu parlais de la Turquie et de Gaziantep. J'ajoute, mais je pense évidemment que vous le savez, que c'est dans cette course au label parfois qu'il y a, notamment à l'UNESCO, ça a été évoqué, on en parle un petit peu, il y a ce réseau des villes créatives dans lesquelles il y a différents thèmes, le réseau des villes créatives au titre de la littérature, au titre du design, au titre des arts numériques, de la mode, etc., du cinéma. Il se trouve que Gaziantep est une ville créative au titre de la gastronomie. Et ça renforce le point qui a été développé et très bien décrit, d'une ville qui n'est peut-être pas son terroir, son caractère, et qui est devenue effectivement une sorte de référence, à tel point qu'aujourd'hui, mais bon, c'est amusant, la seule ville française qui a rejoint ce réseau est Rouen, et donc Rouen collabore avec Gaziantep. Je ne dis pas que Rouen n'est pas une ville gastronomique. Mais voilà, cette course au label UNESCO est probablement aussi, et l'UNESCO, malgré elle, si je puis dire, est un levier au service d'une gastrodiplomatie, d'une diplomatie soft pour les cultures gastronomiques et aussi l'économie. Juste, et après je vous laisse tout de suite la parole sur ce sujet-là, rappeler que on avait été mis à l'index par l'UNESCO au lendemain de l'inscription du repas des Français sur la liste représentative du patrimoine culturel matériel en 2010, puisque dès 2011, le ministre du Commerce extérieur à l'époque s'est emparé de cette bonne nouvelle pour en faire un argument de vente dans tout, notamment à travers l'agence appellation PIXA, pour vendre les produits français de l'agroalimentaire partout dans le monde. Et évidemment, l'UNESCO, c'était une combat de dire, bon, vous l'avez bien dit, cette candidature n'est pas une candidature culturelle, c'est un cheval de Troie pour vendre les produits. Et la manière n'a pas été très délicate de la part du ministre du Commerce extérieur, que je parlerai le nom, mais vous facilement, de se dire, bon, non, finalement, bien coup, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, alors que, comme ça a été très bien développé précédemment, une stratégie de soft power visant à forcer l'adoption de certaines valeurs à travers une culture de notre gastronomie et de la répandre aurait tout aussi bien permis de vendre les produits que nous produisions sans avoir à l'affirmer de façon si ostentatoire. Vous évoquiez tout à l'heure. Non, je voudrais une remarque. Je voudrais apporter complément à l'exposé de Pierre. Je m'inscris un peu en faux sur l'Afrique. C'est vrai que le continent africain est en marge. On voit bien qu'il a malheureusement du mal à développer politiquement et donc cette souffrance alimentaire à l'autre. Mais tout le monde, quand même, en conscience, le Maroc, le tagine, le couscous, que ce soit en France ou en Europe, c'est une cuisine africaine qui est mondialement connue. Donc je pense quand même que, et ça rejoint ce que j'essaie de démontrer, c'est que quand un pays, donc le Maroc, qui est quand même une dynastie très forte, qui a pu donc s'asseoir et puis faire briller des maîtres d'art et des talents, notamment culinaires, a su exporter une partie incroyable de sa cuisine. L'autre chose que je voulais partager, moi j'ai beaucoup travaillé dans le monde des parfums, et donc on parle beaucoup de goût, mais l'odorat est très 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 importante dans la gastronomie. On sent un vin, on sent un plat, et qui plus est, la vue. Quand vous parliez de différenciation de mode culturel et autres, ce qui est flagrant, c'est que par exemple en France, vous allez à un restaurant, nous on est tous habitués à des longues titres de cuisine et de plats et qui sortent de l'imaginaire, qui pour un étranger sont juste incompréhensibles, parce que même quand il traduit une lettre mot par mot, il ne comprend pas. Quand vous allez en Asie, quand vous allez en Amérique latine, encore plus aux États-Unis, vous avez des photos qui vous montrent le plat pour vous aider à comprendre. Donc on est vraiment sur cette association des sens, le goût, l'ouïe, la vue, et puis quand on va beaucoup plus loin, en fait, j'avais eu la chance d'organiser dans le monde des parfums
On parle de chef, cuisinier, on parle de nez, parfum, et donc de peintre et autres. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, avec les 5 sens, c'est la même harmonie, c'est la même musicalité. Et quand vous mettez un chef cuisinier devant un parfum, quand vous mettez un peintre devant un vin, mais ils ont les mêmes mots, ils ont la même dialectique, le même vocabulaire. Et donc il y a une communion à un moment. Et c'est ça, je trouve, la force de la gastronomie et du goût. Finalement, les 5 sens convergent vers le goût. Je voulais donc faire partager cette expérience. Autre chose très pertinente, et on est influencé, je trouve, alors là, sur le mode occidental et notamment français. Encore une fois, je travaille beaucoup avec l'Asie, l'Inde et le monde arabe. On voit, ils ont cette capacité à vous mettre tout sur la table, avec le plateau tournant, donc vous piochez. Donc une fois de plus, il n'y a pas besoin de décoder un menu, qu'est-ce que je prends en entrée. Moi, je vois, quand j'accueille les Chinois, ils sont perdus. En fait, ils ont envie d'avoir tout, et d'avoir l'entrée, les plats, le poisson, la viande, et ils choisissent. Alors pour nous, ça nous paraît lunaire, parce que justement, on est dans des protocoles, raffinement, mais ils vont mélanger bière, vin, champagne. On se dit, bon, in fine, pour eux, ça se mélange tout dans l'estomac. Nous, ça change notre protocole, mais eux, c'est leur façon de déguster, de savourer. Donc je crois que c'est une question d'adaptation. Moi, je sais que quand je reçois des Chinois qui ne comprennent pas grand-chose, encore une fois, sur le menu, ben, finalement, on commande, et puis leur joie, parce que ça se voit dans leurs yeux, ça se voit dans leur façon de savourer, de déguster, ben, c'est d'avoir trouvé de quelque chose. Et je trouve que nous, culture occidentale, notamment française, on y vient. C'est vrai que vous parlez de la façon de présenter. Le bento, le typique petit plat japonais, qui est dans l'assiette, parce qu'il faut toujours se rappeler, le Japon est en mode de survie permanente, en géographie, histoire. Donc, le bento, c'est la cagnotte alimentaire du pauvre japonais, mais pauvre au sens presque noble, hein, paysan. Et cette capacité à avoir son doggy bag ou lunchbox, on est tout à terme, donc, on va dire son panier de cantine, pour parler bien français, sa gamelle, la gamelle. Et là, c'est ça cet artiment. Et maintenant, aujourd'hui, la nourriture reste chère. Quand vous allez dans des restaurants trendy, donc à la mode aujourd'hui, ils vous présentent sur la même assiette entrée, plat et dessert. Parce que d'abord, ça va faire un coût moins, et puis vous piochez. Et c'est beaucoup moins gastronomique au sens tout le déroulé. Donc là, même la culture et la cuisine française s'adaptent aux influences. Le bento, c'est un bon sujet pour une conférence sur la démocratie de la table et tout, parce que c'est parfois on va à la table dans une petite gamelle, savoir comment ça a été entré, plat, dessert, peut-être le verre de vin. Est-ce que dans la... ça vous a mis en appétit cette... Il y a peut-être encore une autre chose que je voulais ajouter. Une discussion, deux questions. Je me permets juste d'ajouter, parce que Pierre en a très bien parlé, la gastronomie, ça fait rêver. Bien sûr, les chefs étoilés, souvent quand vous allez, pas forcément que les chefs, les bistrots parisiens, il n'y a pas que ce que vous avez dans l'assiette, il y a l'atmosphère où est-ce. J'ai la chance de travailler beaucoup avec les Deux Magots, c'est ce quartier mythique de Saint-Germain, c'est face à Saint-Germain-des-Prés, c'est au triangle carrefour de Paris, et Café de Flore, la brasserie Libre et autres. Donc, bien sûr, on va au Café de Flore, on va à Libre, on va à Deux Magots. Mais à un moment, c'est aussi l'état d'esprit, et c'est café littéraire, c'est brasserie, c'est Simone, c'est De Beauvoir, c'est Sartre. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent influencer le mode gustatif, ce qui est vrai pour la clientèle parisienne, mais aussi qui fait rêver les étrangers. Parce que quand on va exporter, ça c'est mon rôle, par exemple, le concept de Deux Magots à l'étranger, ben, on va s'adapter. Le Deux Magots à Tokyo n'a rien à voir avec le Deux Magots qu'on vient d'ouvrir à Riyad et celui qu'on va ouvrir à Sao Paulo. Mais pour autant, c'est les Deux Magots, c'est le prestige. Et c'est cette French art of living et cette culture qui dépasse la cuisine, qui est dans la littérature et là où la France est connue et reconnue. Pour le magot, je vais être un peu grincheux. Hein. Expliquez-moi d'où vient le French art of living avec la queue devant et maintenant la tite. Ça, c'est le nez plus ultra de luxe. C'est la rareté, c'est attendre. Nous, Français, ça nous insupporte. Moi, le premier. Mais les Japonais, les Chinois, il y a du monde, il y a la queue, c'est top, je le fais. Mais je vous rejoins complètement, ma famille est là, et témoigner que moi je ne supporte pas les queues. J'ai une petite question par esprit de provocation, pas entre vous, mais en général.
on parlait de l'univers du McDonald's, de la liberté américaine, on peut parler du luxe à la française, mais écoute, de la pizza. De la pizza. La pizza, on le mange sur les 7 continents. Qu'est-ce qui fait rêver? Alors j'adore la pizza et j'adore l'Italie, hein. C'est pas la question. Comment un produit aussi simple d'un pays, bon, on adore tous une belle puissance, ni économique, quoique, mais en tout cas pas militaire, pas diplomatique, a pu imposer la pasta, la pizza, la mozzarella, le cappuccino, tout ça. Alors, mon explication, mon partage avec elle, je crois, c'est d'abord c'est simple. C'est comme quand on parle de la baguette, du croissant, c'est une simplicité. Oui, mais c'est pas la peau de la baguette et le croissant, ça devient même presque de luxe. Le croissant ou la baguette aux États-Unis, ah oui. Mais la pizza, c'est un luxe, hein. Vous avez des pizzas à 15 €. Hein. Voilà, je pense, là c'est mon italo Mani qui va parler, je pense que la pizza, elle est internationale dans sa simplicité gustative. On peut avoir des pizzas de tout ordre. Et ça dépasse l'aspect culinaire, c'est un mode de vie. Et donc de simplicité, de rassembler, et puis facile à consommer. Moi, je vous répondrais un petit peu différemment. Je dirais que c'est quoi la pizza? Voilà, c'est de sauce tomate. C'est un pas forcément. Vous pouvez avoir de la sauce à base de crème. Faire une quiche. C'est la présence de la pizza, la raison de sa diffusion. Alors, on pourrait parler des heures sur l'histoire de la pizza. C'est des immigrés napolitains dans la région de Campanie qui se rendent aux États-Unis, notamment dans la région de Chicago, et qui amènent avec eux leur pizza traditionnelle. La pizza, c'est au départ, c'est vraiment un plat de très très pauvre. C'est simplement une pâte sphérique avec dessus un peu de sauce tomate. Mais ce qui se passe quand ils arrivent justement dans cette région de Chicago, quelle est au XIXe siècle la spécificité de Chicago? C'est que vous avez des abattoirs à Chicago. Alors peut-être, si vous ne savez pas, je vous invite à lire La Jungle. C'est un livre absolument fascinant de Upton Sinclair. Je crois que c'est toute fin 19e ou début 20e, je crois que c'est tout début 20e, 1905-1906. C'est un journaliste d'investigation qui justement raconte, alors c'est fictionnel, il a lui-même fait travailler dans ces Union Stockyards, donc des abattoirs de Chicago. Et donc, ces migrants italiens qui se retrouvent dans cette région-là n'ont pas, vous êtes quand même sur une latitude assez septentrionale, et n'ont pas cette fameuse sauce tomate. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre dessus? Ils vont mettre la crème, la saucisse, etc. Et à mon avis, la force de la pizza, comme d'autres plats, hein, c'est ce qu'on appelle, en fait, en sciences sociales, sa capacité de culinarisation. C'est-à-dire que vous pouvez décliner la pizza, alors sans mauvais jeu de mots, mais vraiment à toutes les sauces. Même jusqu'à des extrémités comme la pizza hawaïenne. Et la pizza au crustacé. Et la pizza à la truffe, etc. Donc c'est-à-dire que la pizza, moi j'appelle même plus ça un plat, j'appelle ça un concept. C'est-à-dire que c'est un concept derrière lequel vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. C'est la même chose avec un plat qui me tient moi à partir dans le cœur, le kebab par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez le décliner quasiment à l'infini. Donc je pense que la force de la pizza, c'est justement de ne pas être définie. À la globalisation et la mondialisation de la seule diplomatie par la nourriture, qui sont les interdits alimentaires et les cultures aussi. L'Europe catholique et l'Europe protestante, on dit toujours par facilité qu'on ne mange pas très très bien dans les pays protestants d'Europe, par exemple, l'interdiction de l'alcool, Israël avec d'autres interdits alimentaires, etc. Donc là, c'est quand même une limite à cette diplomatie avec des frontières, si je veux dire, qui se construisent. Je suis d'accord. Alors, chers collègues, je suis ravi de ne pas être avec vous par visioconférence pour faire passer des oraux à l'Ibérie. Voilà, parce que la semaine dernière, on était ensemble en train de faire des oraux d'admission. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'on disait précédemment, c'est que, et là vraiment ça dépasse même la géopolitique, on est vraiment dans l'anthropologie de l'histoire, c'est que l'alimentation, l'histoire de l'alimentation, la sociologie de l'alimentation, c'est de comprendre les évolutions. La cuisine, la gastronomie sont en perpétuelle évolution. L'idée de figer des pratiques qui seraient authentiques, historiques, traditionnelles, ça n'a aucun sens. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites, finalement, aujourd'hui, entre Europe du Nord et Europe du Sud. Alors là, je vous Non, il y a l'interdit du vin dans les pays du Nord.
gouvernement, plus ou moins, il y a la question des plats en Israël, etc. Certaines choses s'exportent, d'autres non, etc. Donc là, il y a quand même des frontières. Je suis d'accord avec vous, notamment sur la dimension religieuse, mais vous preniez au départ l'exemple de l'Europe du Nord, Europe du Sud, Europe protestante, Europe catholique. Alors justement, moi je travaille dessus dans mon livre sur la géopolitique de la vigne et du vin, et c'est assez fascinant de voir les évolutions des codes associés au vin, donc traditionnellement la boisson méditerranéenne. Donc, vu de France, vu d'Espagne, vu d'Italie, vu de Grèce, même vu de Turquie, on a on a un rapport très fort entre la boisson et le terroir, le territoire c'est très français, mais on va dire le territoire, la région où est produit ça, et à l'inverse, historiquement, le monde de la bière était plutôt ce monde des brasseurs très industrialisé. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une sorte d'inversion de ces valeurs, dans le sens où la bière, le monde de la bière emprunte les codes du vin. C'est toute cette mode des microbrasseries, par exemple. Vous avez désormais des millésimes dans la bière. Et à l'inverse, le monde du vin, parce que très dépendant d'une connaissance, vous allez voir un japonais, vous dites, est-ce que vous savez ce que c'est que l'océan du reste du Crozes-Hermitage? Pour monsieur tout le monde ou madame tout le monde, c'est pas évident, ça demande un savoir. Et on se rend compte que le vin attend qu'une partie du monde du vin a tendance aussi à adopter ces codes de la bière et finalement, alors monsieur Lamagnac, je sais beaucoup mieux que moi, mais à brander en fait. C'est-à-dire que vous avez désormais les principaux producteurs de vin, le plus grand producteur de vin, c'est américain, qui s'appelle Barefoot. C'est un vin absolument pas bon du tout, mais qui a une grande force, c'est-à-dire que c'est une force du Parisien, c'est une marque. Alors on ne sait absolument pas d'où vient le raisin, on sait encore moins comment il est fait, mais par contre il y a la force de la marque, il y a l'évocation de la marque, qui est en plus très très bien brandée, vous avez une identité visuelle intéressante, etc., qui parle aux jeunes, vous avez des vins un peu sucrés, etc. Bon, mais ce qui me semble intéressant, c'est aussi qu'on a une sorte d'inversion des codes entre le monde du vin et le monde de la bière, qui était jusqu'à historiquement assez opposés, ou en tout cas qui ne dialoguaient pas véritablement l'un avec l'autre. L'Allemagne est un exemple où il y a un dialogue entre le vin et la bière. L'Autriche aussi. Oui, tout à fait. Oui, vous vouliez poser une question. Oui, j'ai bien compris l'hégémonie de la nourriture des différents pays. Ça date de la fin du 19e siècle, des grandes puissances économiques. Mais où est la gastronomie anglaise? Vous pouvez me citer un restaurant anglais à Paris? Alors non, mais vous savez que Richard Chalmers, on ne peut pas dire que c'était pas un pays puissant et qu'on avait pas par là à la fin du 19e. Vous avez raison, mais alors c'est une bonne question. Mais alors aujourd'hui, l'Angleterre est considérée dans tous les classements disponibles comme en avance sur la France, au nombre d'étoiles, je crois, au nombre de. Vous avez. Alors, ça, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a un historien américain qui s'appelle Stephen Bannon a beaucoup travaillé là-dessus, sur cette opposition historique entre la France et l'Angleterre, pas militaire, mais bien dans l'assiette, et dans le verre aussi. Donc, c'est une bonne question, et je ne suis pas du tout spécialiste. Plutôt de vous dire des bêtises, je préfère ne rien dire. Juste des grands classements, effectivement, mettre en avant, on mis en avant, c'est aussi une sorte de French machine en français, des restaurants du monde anglo-saxon. Maintenant, pour nous rassurer, il faut savoir qu'il y a Buckingham, parce que la reine, maintenant, le roi Charles III reçoit, les menus sont en français. Encore Oui, on est sur la pense. Voilà. Une question peut-être plus pour Pierre Raffin. Que pensez-vous qui va devenir de l'imagerie américaine embarquée avec McDonald's, avec la disparition de cette franchise sur le territoire URSS, soviétique, et la reprise des enseignes par les moscovites, par les Russes? Oui, alors vous avez raison de parler de ça. Alors je l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais il y a quand McDonald's est parti de Russie, dans le mois suivant, vous aviez une entreprise russe qui avait repris l'arche, vous avez l'arche dorée de McDonald's, qui avait fait pivoter à 90 degrés, qui avait fermé l'arche, donc ça fait une sorte de V, et donc ils vendaient exactement la même chose que McDonald's. Alors, il y a une chose, je ne sais pas en fait, parce que la Russie, mais là, Bruno Lamagnac, c'est sûrement mieux que moi, la Russie n'est pas
Alors, c'est un grand pays, mais c'est pas un marché gigantesque sur les franchises de fast-food. C'est-à-dire que vous avez déjà des franchises locales, et je ne pense pas qu'une franchise comme McDonald's ait vraiment perdu était vraiment handicapé par son retrait de Russie. Ça, moi, après, j'ai pas véritablement. Non, moi, je suis pas un expert de la gastronomie russe. Je peux témoigner de la Russie, c'est un pays immense territorialement parlant, mais en population, c'est 120 millions. Donc, c'est pas non plus très grand. Par exemple, le monde du luxe, ce n'est que 5%. Et donc, moi, je suis beaucoup questionné qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine et cette guerre qui nous impose à l'Ukraine. Ça ne touche pas, vous voyez bien les résultats du CAC 40, l'industrie du luxe, parce que les entreprises ont fermé, Chanel et Hermès continuent à payer les salariés sur place qui sont des Russes qui ne vont pas les mettre à la porte, mais il n'y a plus de vente, et 5%, c'est très peu finalement. Et les autres 5%, là, c'est les oligarques qui, eux, sont planétaires, donc ils sont à Dubaï. On appelait ça London Ride aussi, il y en avait quelques-uns maintenant qui sont partis. Ils sont à Dubaï, ils sont à Chypre, ils sont voilà. Et donc là, oui, et la gastronomie russe, le peu que je la connaisse, c'est une gastronomie, on va dire, puissante, lourde, poussière, on va dire. Donc c'est plutôt à l'allemand. Donc elle ne fait pas rêver à l'extérieur. Il y a bien sûr, vous allez au musée russe face à la Tour Eiffel, il y a la gastronomie russe, mais il n'y a pas une thématique de développement international sur la gastronomie russe, telle que je la connais. Il y a une question. Merci beaucoup, merci à tous. J'ai l'impression que dehors ça s'est un petit peu calmé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des rencontres des Gobelins. Merci, bonne soirée. Merci.